Attention, les opinions que vous allez entendre dans ce podcast sont le fruit d'une intense réflexion, mais d'absolument aucune recherche concrète, comme toute émission de débat divertissement qui se respecte. Si vous pensez que Mythe l'imitateur, c'est probablement vrai. Si vous voulez vous en plaindre, je suis sûr que vous savez déjà comment vous y prendre. Tut tut, les rageux. Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mythe la Mythe, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre, et pour cette émission je suis rejoint par Paul. Salut Paul. Salut. Donc Paul, toujours le mastermind derrière Studio Carton C. Je préfère l'appellation maître de l'ombre, mais je prends ce que L'éminence grise. y a pas de souci. L'éminence, très grise, moralement grise, on va dire. Très bien. Et donc Paul, en fait, on va faire un épisode très spécial de Hot Takes et Slow Burn aujourd'hui, puisque un petit peu comme l'année dernière où Vincent nous avait régalé de sa hot take sur les Eurojank après sa partie de Dying Light 2, c'est toi qui va nous présenter une petite hot take de ton cru concernant une très célèbre et très appréciée série de jeux vidéo. Oui, tout à fait. Ce soir, on va parler de Final Fantasy, bien évidemment. Non, je déconne, je le vois à ta tête. On va parler d'une série de jeux que vous avez forcément connus, et on va commencer par quelques questions-réponses. Es-tu prêt à me répondre ? Je suis prêt. Très bien. Que s'est-il passé en 2020 ? En mars 2020, le président de la République a dit hop là, restez à la maison, attention le virus. Tout à fait. Et il se trouve que, alors contrairement à ce qu'on pense de notre point de vue d'occidentaux, le monde entier n'a pas été confiné. Majoritairement, c'était surtout les pays dont l'univers avait quelque chose à foutre, selon le système dans lequel on vivait, à savoir que la plupart des pays dits développés se sont trouvés dans un confinement relativement total, entraînant une fermeture de pas mal de l'industrie des services, dont effectivement une bonne partie de la population française pour le coup fait partie, mais on s'est donc retrouvés confinés comme des cons chez nous à plus savoir quoi foutre, mais Dieu merci, Seigneur Nintendo nous a gratifié d'un jeu incroyable qui était Animal Crossing New Horizon. Ouais, New Horizon, putain, tu vois, je connais mon sujet, j'ai taffé. Et j'en parlais déjà à l'époque du confinement, puisque je crois qu'on en avait parlé peut-être dans un hors-série de Pragma, où j'avais littéralement ouvert l'épisode en disant bon alors Animal Crossing, jeu de merde ou jeu du confinement. J'ai toujours cet amour de la bonne formule. Et en y revenant il y a pas longtemps et en traînant sur un article qui était écrit par quelqu'un d'extrêmement intéressant qui s'appelle Yann Bogost, je me suis mis à me poser un petit peu des questions sur pourquoi cette formule-là fonctionne depuis... Alors, je vais peut-être dire une connerie parce que je suis très très nul en Animal Crossing, mais je crois que ça fait plus de 20 ans que ça existe. Le premier Animal Crossing qui est sorti, c'était... Le premier de Botsu no Mori, je crois qu'il était sur GameCube. Ouais, sur GameCube. Ou sur 64, je ne sais plus. Enfin bref, ça remonte à loin. Je crois qu'il y a un épisode 64 qui a pas passé les frontières du Japon. Ouais, en gros, la licence existait déjà depuis très très longtemps. Et j'avais toujours regardé ça de manière un petit peu... ça a l'air gentil, votre merde, mais bon, à mon avis, on se fait vite chier. Et je me suis dit que effectivement, les gens devaient trouver un intérêt à ce type de jeu. Un intérêt qui, bien évidemment, m'échappe. Mais je crois que j'ai trouvé ce que c'était. Pour le coup, je crois que cet intérêt-là, il vient en partie de plein de facteurs qui composent le monde dans lequel on vit et de plein d'habitudes qu'on a prises. Est-ce que tu aurais par exemple une habitude de vie que tu aurais toi de manière générale ? De manière générale, une habitude de vie ? Ouais. Un truc qui te ferait kiffer dans ta journée ? Ou dans ta semaine, ou dans ton mois, ou dans ton année, je sais pas. Ouais,
la plupart des choses qui ont un rapport avec le jeu vidéo en général. Et puis quand je vais au sport, ça se passe plutôt bien, mais Ouais, c'est vrai que tu vas à la salle et tu pousses de la fonte. Tu es désormais devenu un grand c'est Tchad. pas, ouais, C'est vrai. Laisse-moi faire des compliments. Je fais pas du tout un sport dont tous les pratiquants hommes sont vieux et bedonnants, pas du tout. Non. C'est vrai, bon, le curling a quelques facteurs d'agilité et de dextérité. Mais du coup, là, tu mentionnes deux trucs un petit peu importants qui sont, alors à l'exception du jeu vidéo, du coup, comme t'en parlais, et encore, ce sont des activités que tu ne fais pas chez toi. On est à peu près d'accord. Effectivement, je Ça sors de chez moi. implique, dans le sens où ça implique une forme d'interaction sociale, on va dire, dans le vrai monde, entendons-nous comme ça. Et il se trouve que toutes ces interactions sociales pendant la crise sanitaire, donc qui est toujours en cours, mais oui, la crise sanitaire n'est pas finie. Mettez des masques. Ouais, mettez des masques, arrêtez de cracher sur les gens et de lécher les barres de métro, c'était déjà pas bien avant, il n'y a pas de raison que ce soit mieux maintenant. Mais du coup, cette interaction sociale, elle a été complètement effacée de ton existence dans la période de confinement. Oui, tout à fait. Bah, il y a eu 1 an et demi où je suis pas retourné au sport. Tout à fait. Et où tu sortais faire tes courses, mais bon, fallait les masques, etc., etc. En gros, ton interaction sociale était réduite plus ou moins au minimum. Mais je me suis rendu compte, et je sais pas si toi t'as entendu ce discours pendant le confinement, parce que moi je fais partie d'une catégorie sociale de la population. Tu peux l'enfermer chez elle pendant 1 an sans qu'on vienne l'emmerder, ça ne la dérange pas. Est-ce que toi tu fais partie de ces gens qui ont nécessairement besoin de sortir et d'avoir de l'interaction sociale, ou en tout cas de vivre une vie que je vais qualifier de normale avec de très très gros guillemets, ou est-ce que tu fais partie de ces gens qui peuvent en soi être confinés sans que ça leur défonce le ciboulot comme on a pu l'entendre à plusieurs reprises? Moi, ça m'a pas du tout défoncé le ciboulot d'être confiné, mais c'était des conditions particulièrement favorables, puisque déjà j'ai une maison avec jardin. Donc pour l'empreinte carbone, c'est pas cool, mais pour le confort, c'est quand même pas mal. Et puis on avait un nouveau-né à la maison, donc ça bloque, ça fait un bel arbre qui cache la forêt de l'angoisse existentielle. Oui, effectivement, tu t'es pas retrouvé tout seul bloqué dans un 12 mètres carrés. Non, je pense que d'une grande ville. Non, je pense que j'étais dans des conditions très favorables pour bien le vivre. Après, pour la question que tu me poses, c'est compliqué parce que d'un côté, je m'en accommode. C'est pas nécessairement un problème pour moi d'être seul à la maison avec pas grand chose à foutre. Mais c'est comme ça qu'on crée des podcasts, non? Un peu. Il faut aussi être blanc barbu et trentenaire. Mais, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais si j'y fais pas gaffe, le contact humain, ça finit par me manquer. Donc disons que c'est plus que je peux m'en accommoder plutôt que je le vis très bien. Oui, je dis pas que c'est une condition de vie idéale, mais disons que tu fais pas partie de ces gens qui ont tourné zinzin au bout d'une semaine à ne plus savoir quoi faire, à penser que leur univers se casser la gueule, etc. Bah oui, etc. non, absolument pas casser la gueule pour ces raisons. Voilà, parce que oui, je pense qu'il y a une catégorie de la population pour laquelle le foyer, la maison, c'est un environnement hostile et qu'il faut fuir à tout prix. C'est la seule façon dont je m'explique leur mode de vie. Les gens qui préféraient aller travailler plutôt que d'être confinés, c'est ça? Pas que, mais oui. Oui, ok, bon, très bien. Donc on est à peu près en phase là-dessus sur ce point-là, en disant, si je résume à peu près ce qu'on était en train de dire, en disant que effectivement le confinement n'a pas été si dramatique que ça, alors de nos points de vue personnels bien entendu, par rapport à nos situations. Mm-hmm. Et je me suis dit, c'est marrant, parce que j'ai remis la sortie d'Animal Crossing j'allais dire en exergue, mais c'est pas ça, mais bref. Je l'ai remis en perspective.
en perspective, voilà, merci. J'ai remis en perspective du coup la sortie de cet Animal Crossing et je me suis dit putain c'est marrant parce que moi j'ai jamais compris ce truc dans des conditions normales. Enfin jamais compris l'intérêt de ce jeu dans des conditions sanitaires normales où si t'as envie de sortir ben tu sors, tu touches de l'herbe et tu reviens après. Et ces conditions un petit peu particulières qui font que effectivement on peut comprendre peut-être le jeu comme une forme d'échappatoire à une situation qui nerveusement, et je parle en connaissance de cause pour les gens qui étaient vraiment sur les lignes de front, comme on appelait ça à l'époque, c'est-à-dire les professions qui n'étaient pas des professions considérées comme dispensables au fonctionnement de la société. Ouais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans mon cercle professionnel, j'avais très très peu de gens, enfin mon cercle social tout court, j'avais très très peu de gens qui étaient concernés par ce problème-là. C'est-à-dire que dans les professions qui sont, alors attention, hein, encore une fois, considérées comme non indispensables au fonctionnement du pays, je sais que par exemple le corps enseignant en faisait plus ou moins partie jusqu'à un certain point, il y avait une forme de moyens d'échappatoire par le jeu vidéo, et de ce que j'en ai tiré en discutant avec des gens, Animal Crossing était un échappatoire parfait, parce que du coup t'étais peut-être piégé chez toi, mais au final ton île c'était un petit peu le dehors, et tu voyais un petit peu des gens. Jusque là, on est à peu près d'accord, je suppose. Oui, jusque là je te suis bien, d'autant plus que Tout à fait. ça rejoint un truc, c'est une théorie que j'ai sur Nintendo, ce sera une mini hot take dans l'épisode. Je pense que Nintendo... Tu peux pas t'en Non, empêcher. je peux pas m'en empêcher. Non, mais je pense que Nintendo, en plus, ils sont très forts pour s'approprier et refaire à leur sauce des grandes lignes du jeu vidéo, tu vois. Ouais. Avec leur licence, voilà. Mario, c'est le plateforme façon Nintendo. Zelda, c'est l'action-aventure façon Nintendo. F-Zero et Mario Kart, c'est la course façon Nintendo. Ils ont même attaqué le jeu de combat et le jeu de tir sur Switch avec Arms et Splatoon. Enfin, Splatoon en 2015, c'était sur Wii U, mais bon, voilà, hein, qui avait une Wii U. Ouais, waouh. Tout le monde l'a oublié. Et console n'existe pas. Finalement, Animal Crossing, c'est un peu les Sims façon Nintendo, et les Sims, c'est un simulateur de vie, quoi. Donc quand la vie devient anormale en vrai, on peut se raccrocher comme ça à un semblant de normalité. Cette forme de normalité. Ouais, tout à fait. Mais tu vois, je me suis, enfin, il faut savoir que je vis en couple avec une personne qui a beaucoup joué à Animal Crossing, très, très longtemps, hein, qui a même arrêté qui n'a pas arrêté justement quand le confinement s'est terminé, et qu'on a tous repris notre vie un petit peu normale, juste on avait des masques sur la tronche. Et je me suis rendu compte en regardant par-dessus son épaule que en fait qu'est-ce qu'elle fait dans sa journée d'Animal Crossing entre guillemets, elle va se balader, elle cherche des trucs, elle rend service à la population entre guillemets directe du village, et globalement elle fait un petit simulateur d'intérieur tout en remboursant une dette. Et là je me suis dit attends, ok, donc tu décides de t'échapper dans un univers virtuel, entre guillemets échapper, hein, bien sûr, alors que dans cet univers virtuel, en vrai, qu'est-ce que tu fais? Parce que finalement, si t'analyses un petit peu Animal Crossing, tu lances le jeu, tu démarres, t'arrives sur une île, on va dire que t'as plus ou moins une forme humaine. Ce qu'on pourrait qualifier d'humain dans le monde d'Animal Crossing, où en gros tous les habitants sont plus ou moins des animaux anthropomorphes. Tu te pointes sur une île, il y a un tanuki qui te dit tiens gros, je t'ai donné une maison, démerde-toi, tu me dois tant de thunes. Jusque là, bon, admettons, il te faut bien un objectif, l'objectif étant éventuellement de rembourser. Mais plus tu progresses dans le jeu, plus tu vas avoir ces espèces de responsabilités qui vont te tomber plus ou moins sur la gueule, de manière plus ou moins prévisible, on va dire. Et je me suis rendu compte qu'après, tu devenais un petit peu le dictateur de ton île, finalement. Parce que tu arrives... Alors,
Oublions tout ce raisonnement incroyable de devoir rembourser sa dette, etc. Puisque j'ai appris, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en vrai, la dette, tu pouvais jouer sans et qu'on s'en foutait. Que globalement, personne n'allait t'emmerder, donc t'as même pas de contre-pouvoir. Tu arrives, tu es maître de ton île. Tu prends des décisions de manière totalement unilatérale. Tu veux terraformer ton île, pas d'embrouille. Tu veux rembourser ton prêt, pas d'embrouille. De toute façon, le Tanuki va t'en donner une autre de dette pour réagrandir ta maison. Déjà, c'est quand même un peu étrange parce que moi, quand j'ai acheté mon pavillon là, le maire est pas venu me dire ben tiens, prends les décisions, si tu veux mettre un pont là, on met un pont là, on peut agrandir la piste cyclable si tu veux. Non, moi je suis juste arrivé, j'ai subi. Et j'ai aussi entendu des gens qui disaient que Animal Crossing était un jeu très rafraîchissant, alors que pour l'instant, bon, globalement, moi c'est plutôt ma life, hein, j'arrive quelque part, j'ai une dette, je dois travailler pour rembourser ma dette, juste je choisis pas ce que je fais pour rembourser. Et je me suis rendu compte qu'on m'a dit, le jeu, il n'y a pas de violence dans Animal Crossing. Et ça m'a un petit peu fait tiquer, parce que j'ai vu une mécanique incroyable qui est que ma compagne pouvait choisir les gens qui venaient et éventuellement les virer de son village. Et là, je me suis dit, mais attendez, c'est une violence incroyable. C'est juste que c'est pas une violence physique, elle est pas graphique, mais psychologiquement, c'est terrible. Imaginez le maire de votre ville, il arrive demain, il vous dit, bon, casse-toi, il y a un habitant là, il est plus stylé que toi. Ah ouais, les JO en 2024 à Paris, je connais. Ouais, un peu, exactement le même principe, tu vois, finalement. Et je vais citer une phrase qu'on a d'une connaissance commune qui m'a dit ça en soirée la dernière fois. La politique, c'est pas tellement une question de politique pure, c'est juste savoir quelle violence utiliser et sur qui l'appliquer. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, le prisme moral de Animal Crossing, c'était pas tellement de vivre un petit peu ce que le jeu essaie de te vendre quand tu le regardes comme ça du premier abord, un espèce d'échappatoire où t'es sur une île tranquille, tu fais ce que tu veux, t'as quelques pouvoirs et au final tu vis ta vie plus ou moins tranquille sans trop avoir de contraintes. Mais en réalité, c'est plus un jeu qui glorifie un certain système qu'on appliquerait peut-être dans le monde réel qui s'appelle un peu le capitalisme. Est-ce que t'as déjà entendu parler du capitalisme ? Je crois que c'est ceux qui ont gagné sans aucune aide contre les nazis et qui après ont gagné la guerre froide, non ? C'est un peu ça, bravo. T'as tout compris, t'as tout résumé le capitalisme. Si les Ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie, tout ça. Exactement, tout à fait. La Germanie qui n'a pas gagné l'Eurovision, hein, rappelons-le. Mais voilà, donc tu te retrouves quand même dans la peau d'un joueur qui peut prendre des décisions de manière unilatérale sur son environnement direct, à savoir sa ville. Elle peut choisir de réguler éventuellement soit des flux de population, puisque tu vas choisir qui va venir habiter chez toi et qui ne va pas. Tu vas avoir un contrôle total sur ton environnement, puisque à plus ou moins long terme, tu vas avoir la possibilité de terraformer ton île pour qu'elle te ressemble. Tu peux choisir arbitrairement que là, au final, au lieu de faire un terrain de foot pour les jeunes de ton village, en fait, ça va être juste un champ de fleurs à toi avec, je sais pas, plein de barrières autour. Et au final, je pense que la forme d'échappatoire que les gens ont pu retrouver, c'est pas tellement une échappatoire feel good à l'extérieur, c'était simplement de retrouver des mécaniques un peu édulcorées du monde de merde dans lequel ils vivaient déjà. Tu vois ? Oui. Et ce truc-là, c'est quelque chose qui est un petit peu particulier parce que j'ai évoqué tout à l'heure Yann Bogost, qui en fait est un chercheur dans le domaine du jeu vidéo, il est aussi game designer, qui justement avait parlé de ça, et je me suis rendu compte que, en vrai, on avait plus ou moins la même... le même point de vue là-dessus, qui était qu'en fait, Animal Crossing avait beau se présenter comme un jeu dans lequel tu fais ce que tu veux, dans le sens où tu peux aussi, comme je disais tout à l'heure, ne pas décider de rembourser ta dette, écrire Refugees Welcome sur ton machin et prendre tous les mecs qui viennent. Et prendre, surtout, le parti de
d'obéir entre guillemets aux règles du jeu, donc aux règles qui t'ont été imposées par le game design, ou d'y désobéir. Mais après, je me suis rappelé qu'en fait, les jeux, c'était un petit peu programmé par des vrais gens dans la réalité véritable, qui te donnent des possibilités et que tu joues via un set de règles. On est bien d'accord. Oui, c'est pareil avec toutes les formes de création artistique, hein, c'est jamais surgi ex nihilo. Tout à fait. Donc là, tu pars du principe que ce jeu n'est jamais, n'est pas du tout sorti de nulle part, qu'il a été, que tu es en fait en tant que joueur un petit peu captif du design de ce jeu-là et des possibilités qui t'y sont offertes. Donc ça veut dire que quelque part, ils ont plus ou moins considéré la possibilité que tu ne voudrais pas rembourser ton prêt. Maintenant, je sais pas si si tu connais beaucoup de gens qui ont joué à Animal Crossing. Est-ce que tu en connais qui n'ont jamais agrandi leur maison, jamais remboursé leur prêt, qui n'ont jamais pris goût un petit peu à jouer à cette espèce de Pinochet simulator de l'île du joueur? Alors, il y a plusieurs choses qui entrent en perspective dans ce que tu me dis. Alors, c'est difficile à dire. Je connais pas beaucoup de gens qui y ont joué. J'ai essayé d'y faire jouer ma mère parce qu'elle est très fan des copies en flash sur Facebook de Animal Crossing, et je me suis dit que à ce compte-là, elle pourrait jouer au vrai. Ce serait peut-être pas mal. Mais non, pas trop. Après, il y a des gens qui étaient plus intéressés par la liberté offerte pour pouvoir s'adonner justement à de la création dans le cadre du système. Mais on retrouve toujours cette idée qu'en fait tu vas accumuler des privilèges, et je pense que c'est pas tellement une simulation de capitalisme, parce que c'est pas forcément une question d'accumuler du capital, même si ça peut être le cas notamment avec le système de navets. D'ailleurs, fun fact, je sais pas si tu le sais, mais la raison pour laquelle le cours du navet est variable au cours du temps et qu'il y a des gens qui spéculent dessus, c'est parce que le japonais pour navet, c'est un jeu de mots avec spéculation. Ce qui me surprend pas spécialement maintenant que tu le dis. Et bon, on a vu des comportements extrêmement capitalistes pour le coup, avec des gens qui organisaient leur île de telle sorte que des joueurs visiteurs soient très peu libres de leurs mouvements pour pouvoir espérer acquérir ou vendre leur navet sur ces îles-là. Et là, on voyait vraiment un comportement purement capitaliste, parce qu'il était question à la fois de capital financier avec les navets et les clochettes, mais même de capital social avec l'attrait de l'île en question. Donc, il y a un aspect purement capitaliste, mais je pense qu'il y a aussi un aspect... Là, tu parlais de Pinochet, et bon, Pinochet, écoutez l'épisode de Pragmastic sur... Écoutez l'épisode de Pragmastic sur Spec Up the Line. Voilà. Nous sommes en présence de l'homme qui en veut encore à la CIA, je le rappelle. Eh oui. Non, mais oui, la question du dictateur et la question du pouvoir, en fait, la question d'appartenir à une caste privilégiée qui a du pouvoir et qui, entre autres, a du temps, c'est hashtag Bourdieu. Je pense qu'on est finalement dans quelque chose qui relève presque de l'expérience de pensée platonicienne, avec l'idée de devenir un dictateur, et on peut choisir d'être éclairé ou pas. Et il y a toute une théorie politique, de philosophie politique issue de la Grèce antique, sur le fait que le dirigeant idéal, ce serait un dictateur parfaitement formé, qui ne serait pas... qui ne désirerait pas le pouvoir. Et je pense que Animal Crossing, à son échelle, permet de vérifier ça. Et je pense qu'on peut comparer les îles des gens qui désiraient exploiter les systèmes du jeu et en tirer des bénéfices, et les gens qui voyaient le jeu sous un angle différent. Ce serait intéressant de voir s'il y a des gens qui n'ont pas cherché à dominer sur leur île. Je me demande à quoi ressemble leur île, si ces gens existent. Justement, c'était un peu ma question, parce que je n'ai pas l'impression, en tout cas dans le cercle de connaissances que j'ai, que y avait une propension significative de gens
qui avaient pris justement ce parti de ne pas dominer, de ne pas choisir, et juste de vivre tranquillement dans leur village de pêcheurs. Ou dans leur village agricole ou quoi que ce soit. Et c'est une tendance qui va se confirmer dans tous les jeux entre guillemets enfin je vais appeler ça des jeux de ferme parce que j'ai pas de meilleur exemple, mais Harvest Moon, Stardew Valley sont des jeux qui ont une condition de succès qui consiste à te laisser la possibilité de développer ton exploitation agricole ou quel que soit le truc que tu vas gérer dedans, et soit d'en tirer un max de profit, soit au final en fait d'en tirer un max de profit puisque le jeu t'indique plus ou moins implicitement que ton objectif de victoire est là. Et je me posais une question un petit peu annexe à ça qui était quelle est la morale de ce jeu finalement ? Quelle est la morale d'Animal Crossing ? Et je pense que la réponse, elle est un petit peu plus nuancée que ça ne pourrait l'être, parce que comme je te disais tout à l'heure, quand tu arrives dans le jeu et que tu décides de ne pas rembourser ta dette, il n'y a pas de contre-pouvoir qui va te forcer à le faire. Puisque tu peux très bien jouer sans jamais t'emmerder avec le système de clochettes, de monnaie, de navets, de quoi que ce soit. Absolument. Tu peux juste te contenter de ramasser des chaises et d'aménager ton 9 mètres carrés. Après, on a plus ou moins établi juste avant que, a priori, il y a quand même assez peu de joueurs qui ont dû le faire. Probablement, mais c'est aussi parce que c'est un jeu avec des incitations à interagir avec les systèmes du jeu, surtout dans un jeu comme ça qui n'a pas de qui n'a pas de condition de fin qui va provoquer l'apparition d'un générique de fin, en tout cas pas que je sache. C'est une bonne question. Il n'y a pas de dernier boss, il n'y a pas de dernier puzzle, il n'y a pas de dernier niveau. Il n'y a pas d'objectif à long terme qui soit staté depuis le début. Voilà, il n'y a pas de monde à sauver, il n'y a pas de princesse à secourir. Et donc, pour interagir avec les systèmes, tu vas avoir besoin d'autres formes d'incitation. Et ces incitations, eh bien, ouais, je suppose qu'elles vont s'appuyer sur l'expérience du monde qu'ont fait les personnes qui jouent. Et donc on va se retrouver avec des gens qui ont fait l'expérience du monde capitaliste, qui voient ces systèmes-là, qui les reconnaissent pour ce qu'ils sont, et qui ont, par imprégnation culturelle, une intuition immédiate de ce que le jeu attend de ces personnes-là vis-à-vis de l'interaction avec ces systèmes. Ce serait super intéressant de prendre... Mais ce serait une expérience complètement irréalisable. Mais ce serait très intéressant de prendre, je sais pas, des natifs dans la forêt amazonienne. Sur 2-3 générations, tu les fais jouer à des jeux vidéo et c'est la seule variation que tu donnes à leur mode de vie. Et ensuite tu regardes ce qu'ils font dans Animal Crossing. Ça, là on verrait si ce sont juste les systèmes ou si c'est l'interaction entre les systèmes dans le jeu et l'expérience de vie de la personne qui a la console en main qui crée ce résultat-là. Répondre à la question de savoir si le capitalisme latent qui est tout à fait poussé dans Animal Crossing est extrinsèque ou intrinsèque au jeu en lui-même. C'est ça. C'est alors, là où tu veux en venir. Dans la mesure où à l'échelle de l'histoire de l'humanité, le capitalisme c'est une paille, je pense que c'est pas complètement déconnant de dire que c'est extrinsèque, mais bon. Certes. Mais après, ça dépend. Si tu pars du principe qu'il est totalement extrinsèque au système de jeu, ça veut dire que tu pars du principe que l'intentionnalité du game designer n'a pas été de te repousser dans un monde qui t'est familier à toi, puisque on peut aussi refaire le parallèle. Je pense pas que... alors je vais dire les Arumbaya parce que je pense à Tintin là tout de suite, mais... c'est une peuplade qui n'existe pas, mais je pense pas que les Arumbaya ils aient accès à la Switch. Tu vois, je ne pense pas non plus que la plupart des pays qu'on appelait les pays du tiers-monde, qu'on appelle maintenant les pays du Sud, cette appellation pue la merde d'ailleurs, sont la principale cible du marché capitaliste du jeu vidéo.
Ouais, mais là, on rentre dans des questions vachement intéressantes aussi sur quel effet ça a sur la création vidéoludique d'exister dans ce marché-là, et à quoi ressemblerait le jeu vidéo s'il était complètement abstrait du marché dans lequel on le produit. On a quelques pistes, mais elles sont difficiles à extrapoler parce qu'il y a eu de la production vidéoludique en URSS, mais les capacités techniques des machines étaient ce qu'elles étaient à l'époque, quoi. Ouais, puis ça a pas trop gagné le marché extérieur. Hein. Pas trop. De souvenirs. À part Tetris. À part Tetris, ça a pas trop gagné le marché extérieur. Donc c'est difficile à dire. À quoi est-ce que ça ressemblerait Et est-ce que Animal Crossing est volontairement une forme de propagande capitaliste ou est-ce qu'il l'est de manière fortuite? Ça, c'est une question intéressante aussi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, et c'est un exemple que je voulais citer. C'est un exemple que je voulais citer dans cet épisode, donc c'est bien que ça me revienne. Il y a très longtemps de ça, j'ai voulu montrer un peu la Switch à mon beau-père. Donc je lui ai montré Mario Kart et j'ai voulu lui montrer Smash Bros. Classique. Bon, Smash Bros, il connaissait rien, donc je suis pas sûr qu'il a passé un très bon moment. Ouais, je pense que quand tu as dit mais non, mais là faut wave dash B et après tu ledge guard, il a pas été très client, quoi. Bah disons que le wave dash ça allait, mais le ledge guard là je l'ai perdu. Très bien. Non, mais tu vois, il a pris Solid Snake. Je pense qu'il a pris Solid Snake parce qu'il s'est dit c'est un jeu de bagarre et je vais prendre le type qui ressemble à un soldat. Ça fait sens, le raisonnement tient. Et ce qu'il m'a dit après la partie, c'est ah ouais, ça entraîne les jeunes à faire la guerre. Et il y avait cette idée, de son point de vue, que c'était vraiment un lavage de cerveau et un système d'entraînement tout à la fois pour que les jeunes générations se préparent à des conflits armés très violents dans l'avenir. Et je comprends pourquoi il le pense. C'est-à-dire que c'est pas une opinion que j'entendrais sur Smash Bros. Mais je comprends qu'on puisse le penser quand on voit le marché vidéoludique du AAA. Ouais. Particulièrement de la mouvance Call of Duty, etc. Ouais, mais etc. Tu vois justement, ouais, tu vois des Call of Duty, c'est vrai que ça peut, c'est une pensée qui peut émerger dans ton esprit, mais je suis pas sûr que ce soit sous cet angle-là que Nintendo attaque le marché. Je pense pas que Nintendo cherche à faire du profit en faisant de l'entraînement virtuel de soldats, et je pense pas non plus que Nintendo cherche à faire exprès et ouvertement de la propagande capitaliste pour vendre son Animal Crossing, tu vois. Tu crois ? Je pense que c'est tout à fait possible d'avoir une intention de créer un jeu comme Animal Crossing en pensant sincèrement que c'est un jeu sans violence. Je pense que c'est très possible de passer complètement à côté de la violence symbolique et de la violence institutionnelle qui existe dans le jeu. Si je me permettais de faire de la sociologie de comptoir, je dirais même que c'est d'autant plus possible de la part de gens qui vivent dans un pays comme le Japon où les hiérarchies sociales et professionnelles sont tellement écrasantes dans la vraie vie que le fait de les rendre moins écrasantes dans le jeu vidéo, ça peut donner l'illusion qu'elles n'existent plus. Là, je me rends bien compte que je sors ça complètement de mon cul, donc c'est... Ouais, mais ça, c'est une question intéressante, en réalité. C'est juste on n'en a pas la réponse. Il faudrait un nipponophile ou un natif nippon pour pouvoir nous éclairer là-dessus. Mais donc, je pense que c'est possible de créer ce jeu-là sans se rendre compte de la violence qu'il contient. Ça, je suis d'accord.
Ça, je suis d'accord. Je ne remets pas en cause l'intentionnalité de faire un jeu qui fait une propagande du capitalisme. Mais je pense que quand même, et ce sera ma hot tech pour cet épisode, que Animal Crossing, alors New Horizon dans le cas précis, mais à peu près tous ceux d'avant, sont des jeux qui te permettent d'expérimenter une position de pouvoir que tu n'as pas dans ta vie réelle et qui te donne cette espèce d'illusion du rêve américain self-made man où au final tu arrives chez des gens qui ne sont pas comme toi, tu décides que c'est toi qui as le pouvoir, tu décides de virer des gens, d'en faire travailler d'autres et d'exploiter sans vergogne les différentes ressources de l'endroit où tu te trouves. Et que au final, toutes ces petites tâches abrutissantes que tu fais dans le vrai monde sans en avoir les fruits à la fin sont des marqueurs représentatifs d'une société dans laquelle tu vis et dans laquelle tu aimerais réussir à l'instar de ce que tu fais dans Animal Crossing. Après, effectivement, j'ai envie de te dire, je pense pas que ce soit totalement un jeu qui donne le capitalisme entièrement, puisque dans toute la liste des objets, il y en a bien un qu'on ne va pas trouver en outil, c'est un piolet. Oula, je voulais atomiser. J'ai un trop gros cerveau. Ouais, non mais tu sais d'habitude c'est moi le cerveau cosmique ici, donc. T'as pas l'habitude. Donc là, je l'habitude me sens tout petit, voilà, tu m'as fait sentir tout petit, Paul. J'espère que t'es content de toi. Ouais, voilà, je t'ai appliqué ma violence symbolique, tu vois. Finalement, carton C, c'est un petit peu le self-made man à l'américaine. Je m'enrichis sur votre travail. Et j'en fais rien. Ouais, mais tu vois, justement, un des trucs qui me fait penser que c'est une question de pouvoir, mais c'est pas nécessairement une question de capitalisme, c'est que tu peux choisir de garder les gens sur ton île uniquement pour des critères superficiels et esthétiques, et pas nécessairement parce que tu profites du fait que ces gens-là restent et que les autres s'en aillent. Ouais. Je sais pas. Tu peux en avoir Est-ce que tu les garderais pour leur plus-value ? Peut-être. Tu vois ? Ouais, mais c'est une plus-value. La plus-value esthétique est pas une plus-value de production, mais c'est une plus-value qui te donne un avantage social sur les gens qui jouent avec toi, qui viennent voir ton île. Ah ouais, t'as un habitant comme ça. Ah ouais, j'avais pas vu ça sous cet angle. J'ai vu une quantité de posts Facebook dans des groupes à la con, parce que j'ai quand même fait un peu de recherche. D'habitude, on n'en fait pas trop pour HTSB. Mais là, je voulais être sûr. Et il y a quand même une quantité de groupes Facebook à la con qui disent Jérémy le Rennes, est-ce que vous le voulez ? Moi, je l'aime pas, il est moche. Et t'as des gens qui se précipitent dessus pour dire ah oui, ça fera ma famille de Rennes. Mais ça fera pas ta famille de Rennes parce que ça te fait plaisir, ça fera ta famille de Rennes parce que t'es extrêmement content d'avoir réussi à accumuler tous les putains de Rennes du jeu pour avoir cette plus-value d'avoir un monde qui, alors, osons le dire un petit peu, est peuplé ethniquement de plus ou moins la même chose. Mis à part du tanuki et du petit chien là dans Smash super chiant dont je sais plus comment il s'appelle. Isabelle. Voilà. Isabelle, voilà, merci. Tu vois, est-ce qu'au final, toutes les actions que tu vas faire dans ce jeu ne t'amènent pas à une plus-value, qu'elle soit productive ou esthétique ou quelle qu'elle soit? T'as toujours cette recherche de plus-value qui est là, même dans l'argument que tu me donnes, finalement. Oui, non, j'ai pas vu les choses sous cet angle. Écoute, je vais retirer cet argument. J'aurais pu renchérir sur la pyramide de Maslow, mais nous savons, toi et moi, que c'est pas un vrai... C'est un peu bidon la pyramide de Maslow, donc tant pis. Ouais, puis on en a déjà parlé dans Nier Automata. Si vous écoutez savez le hors-série de Pragmatic hors-série. Pragmatic hors-série sur Nier Automata. J'ai entendu dire qu'il y avait des gens très bien qui y parlaient. Ouais, je sais pas. Certains la team, un truc comme ça. Quelque chose. Matelas, un truc comme ça. Mathieu Sommet, non. Matin. Bref. Bah écoute, j'en ai terminé sur ma diatribe. Non mais écoute, sinon lisez le Capital de Marx, c'est hyper compliqué, mais c'est pas hyper compliqué, mais c'est intéressant. C'est pointu mais intéressant. Et puis en plus, il y en aura pour tous les goûts, puisque si vous êtes entrepreneur, sachez qu'on peut le lire comme un mode d'emploi. Tout à fait. En fait, vous prenez tout ce qui est dans le bouquin, vous le faites pas, et ça va marcher. Je vous jure. On devrait faire un petit podcast sur Alternative Économie. Oh évidemment. Le monde diplomatique, je pense que on est bien parti là pour ça. Complètement.
complètement. Je leur envoie un DM. Voilà, immédiatement. Un petit DM sur Insta. Un featuring sur TikTok pour les contacter, on fait ça tout de suite. Ah oui, grave. Moi, je suis très très chaud. Je suis très très chaud pour ça. Évidemment. Genre, agrandir les réseaux sociaux, l'influence culturelle de Carton C. Exact. Tout ça. Bah, en parlant de ça, il me semble que Hot Takes et Slow Burn, c'est un podcast studio Carton C. Dingue. On nous retrouve où, Paul? On nous retrouve sur du PodCloud. PodCloud, Apple Podcast, Spotify, sur du coup pragmatic.fr/hottakes. Promis, un jour je te donne ton propre nom de domaine, ça va arriver. Alors, je prends Carton C /hottakes. Ah non, on va faire hottakesslowburn.fr. Ça sera très bien. Ah, incroyable. C'est une promesse de campagne. Si à la prochaine AG je suis toujours élu chef de Carton C, j'utiliserai tout mon pouvoir pour te donner un nom de domaine. Ah, c'est beau ce que tu dis. C'est fou. On a un Discord. Allez, venez sur Discord. Il y a le lien dans l'épisode. Ouais. Ah, si vous voulez parler de cybergoth ou d'anticapitalisme, moi je suis toujours chaud. Hein. On a des sujets très très vastes, mais on peut aussi parler du melon de Walt Williams si vous voulez. Ça me va aussi. On peut. Et puis, envoyez-nous vos commentaires. hottakes.slowburn@gmail.com. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux du démon, Twitter et Instagram, @takesburn. Laissez-nous des commentaires 5 étoiles, ça fait plaisir. Même si c'est pour dire que c'est de la merde. Ouais, tout à fait. Et en vrai, je profite du fait que tu parles qu'on a un Discord. Si vous faites partie de cette frange de gens qui n'a pas fait de power gaming sur Animal Crossing, venez m'en parler, moi ça m'intéresse beaucoup. Ah oui, vous avez... De savoir comment vous avez appréhendé Animal Crossing. Moi, ça m'intéresse. Si vous avez chill sur Animal Crossing, venez nous voir. Venez témoigner. Et si vous avez pas de chill, venez nous voir aussi. Hein. Mais oui, bien sûr. De toute façon. Et puis, sinon, vous pouvez aussi écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expérience de jeu. Ah ouais, vous pouvez faire ça aussi. Tous les mois, Paul et ses aficionados et son aficionada parlent d'un jeu. Parfois frustrant, parfois bonne surprise. Parfois étrange. J'aimerais bien qu'on fasse des jeux plus étranges bientôt. On pourrait faire des jeux plus étranges. Et puis on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, je suis toujours mythe et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut.